Bonsoir à tous, bienvenue à cette troisième table ronde du Festival Biotope, deuxième édition. Nous allons parler maintenant des énergies hydrauliques. Pour cela, nous avons différents intervenants que je vais vous présenter. On va commencer tout d'abord avec Antoine Poisson de Valorem. Antoine, vous êtes responsable des activités hydrauliques chez Valorem. Je suis allé faire un petit tour sur votre site pour voir un peu quelles sont vos activités, qu'est-ce que vous faites. Et j'ai vu cette petite phrase qui dit que vous êtes un opérateur en énergie verte. Je suis assez curieux de savoir ce que c'est qu'un opérateur en énergie verte. C'est un nom qu'on donne pour une entreprise qui travaille dans les énergies renouvelables et qui intervient sur toute la chaîne de valeur, de la prospection de projet jusqu'à sa conception, son développement, sa construction et son exploitation maintenance. Donc intervention multi-énergie, en lien avec les énergies renouvelables. Donc vous travaillez sur beaucoup de thématiques différentes. Aujourd'hui, on est sur une table ronde autour de l'hydroélectricité. En particulier là-dessus, qu'est-ce que vous faites concrètement sur cette thématique ? Alors sur la partie hydroélectricité, on a différentes visions, différents objectifs. En premier lieu, c'est de valoriser aujourd'hui le potentiel hydroélectrique qui existe dans le seuil qu'il y a sur le territoire. Il faut savoir que sur le territoire, il y a à peu près 50 à 60 000 ouvrages seuils qui sont soit des seuils d'anciens moulins ou des seuils pour du captage d'eau potable ou du seuil de soutien d'étiage, qui méritent d'être équipés de solutions hydroélectriques, donc de solutions qui vont permettre de valoriser le potentiel d'une chute d'eau qu'on va convertir en électricité à travers des solutions type turbine notamment. Quand on parle d'hydroélectricité, je ne sais pas si tout le monde est au point sur le sujet, mais on parle de toutes les manières dont on peut utiliser l'eau et le mouvement de l'eau pour faire de l'électricité, c'est ça ou pas ? Alors non, on va avoir une autre intervention concernant l'hydrolien tout à l'heure. La différence, c'est que l'hydroélectricité, c'est la valorisation d'une chute d'eau, donc il y a un potentiel, il y a une différence de niveau qui permet de valoriser l'hydroélectricité. Je n'ai pas répondu par contre sur la question précédente. Le deuxième volet au sein de Valorem sur lequel on travaille, c'est sur la partie stockage, la valorisation d'ouvrages ayant de fortes capacités d'eau qui permettent d'accumuler de la capacité électrique qui va pouvoir être donc turbinée à des moments précis dans une journée et d'être en adéquation avec les besoins de consommation d'électricité. Très bien. Deuxième intervenante, c'est Mélanie Kerouillet. J'espère que j'ai pas mal. Oui. Très bien. D'Enercop. Oui. Donc vous allez nous présenter Enercop et vous avez cette phrase sur votre site où vous dites que vous êtes un fournisseur d'énergie 100% renouvelable. C'est quoi de l'énergie 100% renouvelable pour vous ? Alors pour nous, Enercop, l'énergie 100% renouvelable, c'est... Pardon, je n'ai pas l'habitude. C'est une énergie qui est achetée en contrat direct avec les producteurs d'électricité. Donc on ne passe pas par le marché de l'énergie, on ne passe pas par la bourse, on va directement payer leurs factures à eux. Donc ça leur permet d'avoir un prix plus stable et du coup de voir au long terme et de ne plus être dépendant des autres énergies comme le nucléaire ou le thermique. Alors, je vais poser des questions faussement naïves, mais... un producteur d'énergie, c'est comme un producteur maraîcher qui fait des carottes. Pour moi, la production d'énergie, c'était EDF, normalement. Donc, qui sont ces producteurs ? Alors, c'est vrai que je n'ai pas répondu sur le renouvelable parce que pour nous, ça nous semble évident dans notre milieu. Mais le renouvelable, donc on a 130 producteurs partout en France. On fait uniquement en France du local. On est à plus de 90% en hydraulique. Ensuite, on a du solaire, de l'éolien et on commence à avoir de la cogénération en méthanisation aussi dans notre mix énergétique. Et je reformule un petit peu ma question, mais un producteur, c'est qui concrètement ? Alors, c'est moi, c'est le voisin ? C'est 60% de PME et 40% de collectivités locales. Et ce sont des producteurs qui sont spécialisés dans le fait de produire de l'énergie ou c'est des gens qui ont rajouté des panneaux solaires sur leur entreprise ? Alors, ça peut être des particuliers qui ont des panneaux solaires ou qui autoconsomment leurs panneaux et qui ont un surplus, ou la plupart du temps, quand même, c'est des petites entreprises sur des petits barrages, des petits moyens barrages. Ça reste des producteurs relativement importants, c'est la 130. Je veux dire, si moi, demain, je mets des panneaux solaires dans ma maison et qu'il y a un peu de surplus, vous n'allez pas venir on peut, oui. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment des petits moyens barrages, et c'est même les fermes éoliennes, c'est des petites fermes éoliennes. Ça reste à taille humaine. C'est dans notre charte éthique.
Et vous m'avez dit 100% renouvelable, ce qui veut dire que renouvelable, c'est quoi? C'est qu'ils sont bio, entre guillemets? C'est que la source d'énergie qui aide à produire de l'électricité est renouvelable. Donc le soleil, c'est renouvelable. On le capte, mais on ne le consomme pas. Le vent également, l'eau, elle se renouvelle tous les ans dans les chutes d'eau. Voilà, c'est le principe du renouvelable. Très bien, ça permet de préciser à nouveau la notion. On va continuer avec Marc Lafosse. Marc Lafosse, vous avez une société, enfin vous êtes co-dirigeant de la société, je ne sais plus, qui s'appelle Énergie de la Lune. Alors je suis allé voir sur le site, pareil, et vous vous définissez comme un cabinet en ingénierie dans les énergies marines renouvelables. Je veux bien que vous nous expliquiez un petit peu ce que c'est qu'un cabinet en ingénierie. Merci, bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir invité pour compléter cette table ronde et compléter en effet le renouvelable, les énergies renouvelables. Donc moi je suis océanographe de formation, exactement de l'Université de Bordeaux 1, et nous travaillons sur les aspects environnementaux dans le domaine de l'océanographie et particulièrement dans le domaine des énergies marines. Donc c'est comment, auprès de l'océan, on va produire de l'énergie électrique renouvelable à partir des ressources naturelles de ce milieu. Alors ça peut être l'océan, ça peut être les fleuves et ça peut aussi être les estuaires. Typiquement, on peut produire de l'énergie à partir du vent en mer, on peut produire de l'énergie à partir de la houle et évidemment, et c'est là qu'on vient au sujet, à partir des courants de marée, des courants des fleuves, des courants des estuaires, ce qu'on appelle l'hydrolien. Et donc nous travaillons particulièrement dans ce domaine, à la fois sur les aspects environnementaux, donc savoir quelle est la ressource d'un fleuve, la ressource d'un estuaire, la ressource d'une passe d'atoll, peut-être que je reviendrai dessus, notamment en Polynésie française, pour y installer une turbine qui va capter l'énergie cinétique, le courant qui va passer dans cette turbine, sans rajouter un barrage, comme mon collègue qui parlait tout à l'heure de l'énergie potentielle ou de l'eau accumulée derrière un barrage. Là, on va vraiment être au fil de l'eau. Donc au milieu d'un estuaire, au large d'une côte, dans un détroit, imaginons le détroit de Gibraltar par exemple, qui a des courants qui sont très forts, nous on s'intéresse à la caractérisation de cette ressource et tout ce qui va être environnemental, aussi bien biologique que physique. Et ces aspects-là vont permettre à des turbiniers, des entreprises qui construisent ces turbines d'hydroliennes, de pouvoir les dimensionner par rapport à la ressource qu'on retrouve dans le milieu. Donc nous, on intervient en amont et de ces études, de cette ingénierie, c'est pour ça qu'on est donc cabinet d'ingénierie, derrière se développeront des parcs. Et nous avons également une autre société qui est commune avec la société de Valorem, qui teste des hydroliennes au pied du pont de Pierre à Bordeaux. C'est un site d'essai, puisque cette filière est en émergence. Elle est en train de créer des emplois, elle est en train d'arriver sur notre planète, avec évidemment des atouts considérables, notamment la prédictibilité des marées. On est capable de prédire ce que ça va produire. Ça, c'est un point important. Ce n'est pas forcément le cas, par exemple, sur le solaire, ou du moins pas avec autant de précision et autant d'anticipation. On connaît les marées à 1000 ans d'avance. Moi, je peux vous dire, au pont de Pierre, combien on pourra produire le 25 décembre 2018. Il n'y a aucun problème, je peux vous le dire. Et de ça, naît des parcs. Et notre laboratoire à ciel ouvert au pied du pont de Pierre permet de comprendre à la fois la performance énergétique de ces machines, ce qui est totalement le métier de Valorem, nous, l'impact environnemental. Et puis on a un troisième actionnaire qui regarde ce qui se passe d'un point de vue mécanique de ces machines. Je suis très content d'apprendre que j'ai enfin une solution de qu'est-ce que c'est que cette plateforme. Quand on est sur le pont de Pierre à Bordeaux, je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a une plateforme au milieu de l'eau, et je me demandais toujours qu'est-ce que c'était. Donc c'est vous alors, c'est ça? Exactement, on la verra, j'ai préparé une petite photo pour tout à l'heure. On peut la voir. Je ne sais pas si on peut la voir maintenant. On peut peut-être la voir si vous voulez. Alors il faudra changer de PowerPoint, c'est pas celui-là, il n'est plus là le monsieur. Philippe, est-ce que Philippe tu es par là? Tu as moyen de changer les PowerPoint, c'est possible? Désolé pour cette improvisation de dernière minute. À moins qu'ils soient à la suite l'un de l'autre. Marc. Je sais pas. Alors, si vous... Cette plateforme, donc, elle permet d'accueillir des hydroliennes qu'on va suspendre sous un gros flotteur. Le gros flotteur, il fait quand même 27 mètres de long, 9 mètres 50 de large. Merci. Et il fait 45 tonnes de métal. Voilà. Donc ça, c'est une vue aérienne par un drone. Donc on peut suspendre au milieu de cette plateforme. Il y a une piscine qui fait 9 mètres par 6 mètres. Elle est évidemment au milieu de la Garonne parce qu'il y a des courants qui sont très forts et qui sont accélérés par le pont de Pierre. Le courant, quand il va devoir passer au niveau de ce pont, il va franchir le pont par 15 passages, les 15 arches marines du pont de Pierre.
Et ce passage crée une réduction, et c'est ce qu'on appelle l'effet Venturi. Il va y avoir une accélération du courant. Donc cette plateforme, là, aujourd'hui, elle est reculée, parce que la métropole est en train de réparer le pont, est en train de rajouter des pierres, de réparer les talus sous-fluviaux. Et dès qu'ils auront fini, normalement en mars 2018, s'ils ne sont pas en retard, on va rapprocher la plateforme du pont pour aller chercher des courants qui sont très forts. Pourquoi des courants très forts? Parce que plus vous avez des courants forts, plus vous produisez de l'énergie. Si on fait un peu de physique, la vitesse, elle est au cube. Donc plus on a de courant, plus c'est intéressant. C'est le premier paramètre que l'on regarde. Et donc cette plateforme, elle nous permet, en tant que scientifique, d'être à l'aise. Voilà, on la voit très clairement, on peut se balader tout autour et de pouvoir tester ces nouvelles machines. Donc là, aujourd'hui, elle attend son premier utilisateur. Le premier utilisateur est français. Il arrivera à la moitié du mois de décembre de cette année. On fera une belle inauguration. On espère avoir tout plein de politiques qui en auront signé et faire d'un joli sourire. Et évidemment, cette énergie qui est produite par cette machine est injectée sur le réseau de la ville. Elle va bénéficier aux premiers utilisateurs, qui sont les gens qui seront sur la rive gauche. Le câble arrive rive gauche. Donc on aurait pu tout à fait contractualiser avec un fournisseur d'électricité verte comme Enercop. Ça ne s'est pas passé comme ça, parce qu'à un moment donné, quand on cherche un peu d'argent... Vous voulez signer un contrat, peut-être? On peut essayer d'imaginer... Alors, on est dans un aspect un peu expérimental, avec un tarif d'achat qui n'est pas encore dans un modèle économique très fiable. Donc on est encore dans l'expérimental. Par contre, quand ce sera bien mature, évidemment... on aura des réflexes comme celui d'Enercop ou celui de Valorem, qui est aussi producteur. Et aussi, là je vous parle d'une injection de cette électricité sur le réseau. On peut évidemment imaginer ça dans des sites isolés, comme en Guyane française, comme en Polynésie. Et c'est là que c'est intéressant d'être français, parce que la France a un potentiel ultramarin en outre-mer qui est très 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 important. Alors, je vais peut-être vous faire répéter, mais je ne suis pas sûr d'avoir bien mémorisé l'information. Une plateforme comme celle-ci, c'est celle de Bilbao, mais je pense qu'à Bordeaux, c'est à peu près la même. C'est ça, c'est celle-ci. Alors, en effet, elle s'appelle Bilbao parce que Bordeaux est jumelé avec des villes qui ont des estuaires. Et donc Bilbao, Québec et Bristol. On a préféré appeler ces plateformes, parce qu'il y en a deux autres à côté que je ne vous ai pas montrées, qui sont beaucoup plus petites. Et on a trouvé ça sympa, plutôt que les numéroter 1, 2, 3, de donner des villes jumelées avec Bordeaux qui ont un estuaire. Voilà. Et donc, concrètement, une plateforme comme ça, elle pourrait fournir combien de foyers, par exemple ? Alors, il faut attendre de savoir quelle est la technologie qu'on va mettre dessous, mais en gros, ça va être à peu près du 100 kW, et 100 kW ici en local, c'est à peu près 80-100 foyers. Donc, on peut multiplier ça par 3, puisqu'il y a 3 emplacements raccordés. On est encore sur du test, des machines qui vont prendre de la maturité, qui vont valider des étapes mécaniques et donc d'innovation, pour que demain, dans 5, 6, peut-être un peu plus, années, elles soient beaucoup plus performantes. Donc là, on est sur de la validation technologique. C'est un petit peu ce qui s'est passé dans l'éolien il y a quelques années. Il y a une petite trentaine d'années, vous aviez des éoliennes qui faisaient quelques centaines de kilowatts, notamment au bord de l'étang de Thau en région Occitanie. Aujourd'hui, les plus grosses éoliennes qui sont au large des côtes, elles sont autour de 10 mégawatts. Donc, vous voyez que donc 10 000 kilowatts. Vous voyez que ça a évolué, qu'il y a une taille aussi qui a augmenté. Le gros avantage de l'hydrolien aussi, c'est que c'est dans l'eau et que l'eau est 800 fois plus dense que l'air. Donc capter cette énergie optimise, je dirais, la place disponible avec l'énergie qui va être produite. Très bien. Pour finir le tour de table, Alexandre Profit, alors c'est ISB Water. On est plus sur l'hydroélectricité, mais ça nous tenait quand même à cœur de vous présenter ISB Water aujourd'hui, puisqu'on est quand même sur l'innovation. Là, on est plus sur le domaine de l'innovation autour du traitement des eaux usées. En quoi ISB Water propose des solutions innovantes qui sont en lien avec les innovations qu'on propose sur le Biotop Festival? Alors, bonjour à tous déjà, je vous remercie pour ma présence ici. ISB Water, on a démarré il y a maintenant une dizaine d'années, en 2004 plus précisément, avec un credo qui était de faire du traitement de l'eau, mais sans produits chimiques. Aujourd'hui, la plupart des sociétés de traitement de l'eau proposent des produits chimiques pour répondre à tout un tas de problématiques, que ce soit dans le bâtiment, l'industrie ou autre. Et donc, on s'est concentré sur la physique de l'eau afin de trouver des synergies et des solutions à tout un tas de problématiques que je vous présenterai lors de la présentation, mais ça peut être par exemple dans le bâtiment pour des problématiques d'entartrage sur des réseaux d'eau sanitaire,
sur des réseaux de chauffage où on a donc des circuits fermés, où aujourd'hui on est amené à utiliser des produits anti-corrosion, tout un tas de produits chimiques pour éviter ça. On a développé des ingénieries et des systèmes qui nous permettent de nous en passer et qui aujourd'hui fonctionnent très très bien sur tout un tas d'applications depuis une dizaine d'années. Et on a également, depuis maintenant 3 ans et demi, cherché à développer des solutions de zéro rejet liquide pour le secteur industriel, en démarrant sur le secteur des blanchisseries industrielles, type Hélice, ou là plus précisément c'est dans les Caraïbes, où ils ont une pression plus importante que chez nous. Ils n'avaient rien fait depuis 50 ans, ils n'avaient rien fait. Aujourd'hui, ils ont l'ADL qui les oblige à avancer sur ces sujets. Et on a mis en œuvre des solutions, par exemple, de retraitement des effluents, afin de pouvoir les réutiliser en cycle fermé. Donc avec une logique de réutiliser de façon permanente l'eau qu'on prend. Alors avant, il y avait vraiment une logique on prend l'eau, on l'utilise et puis on la rejette. Nous, on va vers une logique où on va essayer de réutiliser le maximum d'eau. Et pour ce faire, on fait énormément de recherche et développement pour venir optimiser des procédés qui sont déjà matures aujourd'hui, type des technologies membranaires ou autres, où on vient. Des technologies membranaires, donc les technologies membranaires, c'est par exemple l'osmose, qui est une technologie qu'on utilise pour la désalinisation. Donc c'est des filtres avec des mailles qui sont tellement fines qu'en gros, il n'y a que les molécules d'eau qui passent au travers. Donc c'est une technologie membranaire. Alors après, en fonction de la taille des trous, on est en ultrafiltration, en microfiltration, c'est de la filtration. C'est de la filtration physique, mais on passe à des échelles de plus en plus petites. Et nous, on va optimiser, par exemple, avec nos systèmes, je présenterai rapidement, toutes ces technologies-là, et on maîtrise également l'ensemble de la chaîne de traitement. Donc en amont, on fait un audit. Ensuite, on va déterminer quelles sont les problématiques. On va construire une solution, on va la mettre en œuvre et on va la suivre. Et donc, vous vous adressez à des grosses entreprises, des stations d'épuration, à qui vous adressez vos solutions? Alors, c'est assez sympa parce qu'on touche à peu près tout le monde. On touche le particulier, puisque les solutions qu'on développe, on peut les adapter pour le particulier. Mais à quel moment le particulier, entre Au lieu d'acheter un adoucisseur ou un système de carafe Brita, on va lui proposer un système sans sel pour gérer ses problématiques d'entartrage, par exemple, de son ballon, de faire en sorte que son chauffage ne s'emboute pas. Donc, effectivement, on a des particuliers. Aujourd'hui, le gros de notre clientèle, ce sont essentiellement des bailleurs sociaux qui trouvent un intérêt parce qu'on diminue pratiquement par 3 le coût du traitement de l'eau. Donc, ils ont tout intérêt à y aller et on a travaillé pendant de nombreuses années avec eux afin de leur démontrer que notre solution était viable et pérenne et réplicable. Et ensuite, on a les industriels. Donc là, ça va de Hélice, comme je vous disais, de très grosses sociétés dans tous les domaines, puisque tous les industriels ont des consommations d'eau importantes. On travaille également beaucoup dans le domaine du papetier, puisque naturellement, ils utilisent des quantités d'eau phénoménales. Donc voilà. Très bien. Donc voilà, vous avez un petit panel, un petit aperçu des applications et des innovations de nos différents acteurs. À partir de maintenant, moi j'ai des questions, vous en avez peut-être. Donc du coup, n'hésitez pas à nous interrompre pour avoir des précisions, pour avoir une réaction. On a aussi, je crois, chacun d'entre vous a des choses à nous montrer. Donc du coup, on va mixer entre ce qui est à montrer, les questions que je peux avoir, les questions que vous avez, et puis on va trouver un moyen à ce que tout le monde y trouve son compte au final. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions à première vue comme ça, vous en avez qui émergent, ou ça demande encore un peu de temps de maturation pour qu'on rentre davantage dans le sujet peut-être? Pas de questions pour l'instant, très bien. Moi j'en ai une qui s'adresse un petit peu à tout le monde, et peut-être que vos différentes présentations peuvent y répondre. C'est en termes de potentialité. C'est qu'on a souvent des solutions qui sont plus ou moins en recherche et développement, mais concrètement, moi quand je vous pose la question du nombre de foyers, c'est que là vous me parlez donc de
on a dit une centaine de foyers, je crois, c'est ça. Donc on touche au mieux 2-3 000 personnes. Je crois, vu la place que ça prend, on n'en mettra pas 10 autour du pont de Pierre, je pense, plateforme. Est-ce qu'un jour on peut imaginer que vous puissiez, avec vos différentes solutions, être capable de rendre une ville comme Bordeaux autosuffisante? Alors en effet, c'est l'objectif. Là, encore une fois, c'est une vision d'une plateforme confortable pour faire de l'expérimentation. J'ai pas dit que l'hydrolien de demain serait forcément flottant. Il va certainement être au fond de l'eau, avec des embasses gravitaires, avec des tailles beaucoup plus importantes. Ça pourra accueillir des machines qui font 5 mètres de diamètre. Nos collègues de Naval Energy, ex-DCNS du côté de Cherbourg, qui sera la première usine de construction d'hydrolienne qui est en cours de construction, construisent des machines qui vont faire 20 mètres de diamètre et 2 mégawatts de puissance. Donc il y a quand même un objectif si on compare ça à des tranches nucléaires, de suppression de tranches nucléaires sur le territoire français. Vous savez que le gouvernement précédent et le gouvernement actuel est en train même d'adopter en ce moment même une programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle chez nous une PPE. Donc c'est en gros une feuille de route pour aller mettre du renouvelable de plus en plus, que ce soit dans l'hydrolien, que ce soit dans l'hydroélectricité, que ce soit dans l'éolien, le photovoltaïque, avec des objectifs de réduction de la part nucléaire dans le mix énergétique français. Donc le gros atout, c'est que, évidemment, ces énergies renouvelables marines, que ce soit l'hydrolien ou d'autres, elles puissent s'initier dans le mix énergétique, elles puissent y trouver sa place en complémentarité des autres solutions. Et le gros avantage de la France, si je peux un peu m'appuyer sur les slides, voilà, de la France et du monde, c'est qu'il y a énormément de zones où il y a des courants. Voilà, sur cette zone, sur la planète, voici en bleu les zones où il y a des courants qui sont très forts. Pourquoi ces courants sont très forts? Parce qu'il y a un impact du plateau continental. Le plateau continental, c'est la partie du continent qu'on ne voit pas, qui est sous l'eau. Et parfois, il a une forme, une morphologie qui font que les courants s'y accélèrent. Il est, par exemple, la Manche. Vous avez une profondeur d'eau qui n'est pas très importante, qui est aux alentours de 40-60 mètres. Donc à cet endroit-là, la marée s'engouffre et la morphologie, à la fois, on va dire, de la rive droite et de la rive gauche, la rive droite côté France, on va dire, et la rive gauche du côté du Royaume-Uni, et le fond fait que ça s'accélère. Donc il y a un potentiel mondial qui est important. Et il ne faut pas oublier que la France, c'est aussi pas que la métropole. Et ça, c'est extrêmement important. La France, c'est 12 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième zone maritime mondiale, grâce notamment, on le voit très clairement sur cette carte, à la Polynésie française qui capte à peu près 50% de ce potentiel. Si vous superposez la carte de la Polynésie française à la carte de l'Europe en mettant Papeete au niveau de Paris, l'île la plus éloignée de Papeete, c'est l'équivalent de la Norvège. Voilà, il faut s'imaginer ça. Et donc cette ressource-là, elle est extrêmement importante et on pourra évidemment épuiser beaucoup d'énergie, que ce soit avec de l'hydrolien, que ce soit avec les calories également, la différence de température entre une eau froide en profondeur et une eau chaude en surface, ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers, ou bien aussi aller capter du froid pour limiter la facture énergétique. C'est ce que fait Papeete en ce moment avec son hôpital. Ils vont capter du froid au fond du lagon, ou même un petit peu au-delà, pour diminuer la facture énergétique de la clinique, de l'hôpital, pour diminuer évidemment ce qui coûte, c'est-à-dire de refroidir l'hôpital avec de la climatisation. Donc là, on arrive à des potentiels quasiment à 50% d'énergie réduite. Donc les énergies renouvelables aussi, on parle beaucoup d'énergie électrique, mais il ne faut pas oublier évidemment la partie calorifique. Toujours en termes de potentiel, Mélanie, on parle de 130 producteurs, et je crois que c'est aussi 50 000 usagers, je crois. Oui. On peut s'imaginer un jour que des villes entières ou un quart de la France puissent passer par une solution comme Enercop? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Super. Mais du coup, mon travail à moi, c'est de chercher justement à développer de nouvelles énergies renouvelables, donc hydraulique, photovoltaïque, éolien et d'autres, pour pouvoir répondre à notre demande. Donc, nous, notre but, c'est d'aller vers la transition énergétique et d'aider tous les citoyens ensemble à aller vers la transition énergétique ensemble. Donc ça passe par le consommateur, mais aussi que le consommateur soit acteur en fait, en réduisant sa facture. Donc on est peut-être un des seuls fournisseurs d'électricité qui va vous dire de réduire votre facture. Donc on propose des formations, on propose des évaluations
pour aider à comprendre comment on consomme, pourquoi on consomme et comment en réduire. Et puis, au niveau de la production et des nouveaux projets en développement, notre but est d'inclure les citoyens dans ces questions de transition énergétique. Donc, de leur faire prendre des parts de financement. Parce que vous êtes une coopérative aussi, c'est aussi une différence. Oui. Donc, on peut revenir là-dessus si vous voulez. C'est l'occasion. C'est l'occasion. Donc, Enercop est formé en SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif. Donc, ça signifie que les clients, les producteurs, les salariés, les partenaires sont gouvernants de cette entreprise avec des parts. Donc, chaque personne prend une part, 2 parts, 5 parts, 10 parts. Et une personne égale une voix. Donc c'est-à-dire c'est à l'inverse un peu du schéma classique où plus on met d'argent dans la société, plus on a le pouvoir de décision. C'est plutôt chaque personne qui a mis sa petite pierre à l'édifice a le droit et a une voix et a le droit de parler, de s'exprimer et est pris en compte. Voilà. Les usagers comme les salariés, comme les clients. Un usager a une voix comme un salarié a une voix. Voilà. On appelle ça un sociétaire. Donc on peut être consommateur d'électricité sans être sociétaire, sans vouloir avoir cette voix et cette implication. Mais aujourd'hui, on est pratiquement à 30 000 sociétaires dans notre entreprise. Donc 30 000 personnes qui prennent des décisions ensemble et qui décident ensemble de l'avancée d'Enercop et qui prennent part en fait à ces décisions de transition énergétique. Et notamment grâce à une association qui a été créée par Enercop, par la NEF, par d'autres acteurs de la transition, une association qui s'appelle Énergie Partagée, qui permet aux citoyens de financer des projets, comme des projets hydrauliques par exemple, de reprendre un vieux moulin et de l'électrifier. Des citoyens vont mettre leur argent, vont prendre des parts dans ces projets-là, et vont aussi, en même temps qu'une part, vont prendre de la gouvernance et vont avoir des choix à faire et vont être preneurs de décision. Est-ce qu'on met le barrage à cet endroit-là? Est-ce que c'est meilleur pour l'environnement? Est-ce que les bénéfices vont revenir aux personnes qui ont mis l'argent, ou est-ce qu'on va en fait le réinvestir pour un autre projet sur la commune d'à côté pour les aider aussi à se lancer? Voilà, c'est que les citoyens reprennent en main ces questions-là. On en revient un petit peu à ce que disait Christiane Franck tout à l'heure sur la gestion de l'eau publique et de comment les bénéfices du coup sont remis pour le bien de la communauté et de faire avancer l'usage de l'énergie. Une dernière question, je discutais avec des amis qui m'ont dit Enercop, en gros, si ça fonctionne comme le bio, comme une AMAP, moi la MAP, parfois j'ai que des tomates et que des poireaux pendant des mois et j'ai rien d'autre, des fois j'ai quelque chose, des fois j'ai pas quelque chose. Si demain je prends un contrat chez vous et que j'ai pas d'électricité pendant 3-4 heures, ça va pas me plaire, quoi. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que c'est fiable comme une AMAP? Mais c'est une très bonne question. Alors, l'AMAP, en fait, ça coupe le distributeur et ça passe directement du producteur au consommateur. Nous, en France, on ne peut pas trop faire comme ça parce que l'énergie, il faut avoir un équilibre de consommation et de production instantané. Donc ça, il faut bien le comprendre, c'est hyper complexe, les questions de distribution en France. Et c'est pour ça qu'il ne reste qu'un seul acteur aujourd'hui, qui est un acteur public, qui s'appelle RTE, et qui est relié par Enedis dans les régions et dans les communes. Et l'électricité est distribuée par un seul. Nous, on est fournisseur, mais vous êtes toujours avec le même distributeur, peu importe le fournisseur. Oui, EDF là-dedans, je ne comprends pas là. C'est Enedis, ça s'appelle. Ils ont sectionné en fait. Donc EDF, c'est resté le fournisseur. Pour le transport, comme on peut dire, à grande vitesse pour les voitures, les autoroutes de l'électricité, c'est RTE. Et pour les petites routes de campagne, c'est Enedis, pour toute la France. Ça reste le même pour tout le monde. Et donc, en fait, dans votre prise, on peut peut-être pas aller voir ce qui se passe dans la prise, mais dans votre prise, ça reste le mix énergétique du tout venant, de tout ce qui vient. L'électricité va toujours au plus proche, de toute façon, on ne peut pas la guider. Hein. Mais votre facture, ce que vous nous payez, vous êtes sûr que ça va à des producteurs. Donc j'aurais pas de coupure en plein match de foot en direct la finale de la Coupe du Monde, je la verrai jusqu'au bout. Non, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Très bien. C'est bon, c'est la magie de la France quand même, c'est ça qui est bien, c'est que l'électricité reste distribuée par un acteur public. Très bien. Voilà. Au niveau des potentiels, chez Valorem,
Qu'est-ce que vous nous proposez de manière concrète, on va dire, pour essayer au maximum de passer à l'énergie renouvelable? Alors Valorem, donc, comme je dis tout à l'heure, intervient sur toutes les énergies, donc l'éolien, le photovoltaïque, l'hydraulique, la biomasse. Mais en ce qui concerne en particulier l'eau et l'hydroélectricité, on a une méthodologie, on a mis en place des processus de prospection qui permet vraiment de valoriser l'énergie là où elle est, donc dans les territoires au sens large. Donc on fait de façon très détaillée l'inventaire, en particulier pour les ouvrages de petite taille, là, le premier aspect que j'ai abordé tout à l'heure, l'équipement de seuil existant. On fait l'inventaire de tous ces ouvrages qui sont donc soit équipés ou non en fonction des cas. On regarde en effet le productible, la puissance qui pourrait être obtenue issue de cette chute d'eau. On regarde les impacts qu'il pourrait y avoir, voir s'il y a des mesures d'accompagnement, des mesures compensatoires à mettre en place. Et en fonction de la taille des installations, soit on va proposer directement aux collectivités, aux privés, de l'accompagner pour équiper cet ouvrage, soit Valorem va directement se positionner en tant que producteur et donc va prendre à ses frais les charges du développement, de la construction et de l'exploitation maintenance, comme j'expliquais tout à l'heure. Et donc concrètement, imaginons le département de la Gironde veut trouver un moyen d'accentuer l'énergie renouvelable, ils viennent vous voir et vous allez leur dire quoi? On peut passer toute la Gironde sans souci en énergie renouvelable. Qu'est-ce que vous allez pouvoir leur proposer concrètement, par exemple? Sans vouloir, j'espère qu'il n'y a pas des élus de la Gironde qui me... Alors, en ce qui concerne purement l'hydroélectricité, pour faire un focus du coup sur cette énergie, la Gironde n'a pas un potentiel hydroélectrique énorme en fait. Alors, le potentiel il est là, surtout il y a de la dénivellation. Donc là où il y a une pente suffisante des cours d'eau, malgré tout, on peut, sur des différences de potentiel sur des petites chutes, avec des nouvelles technologies là, relativement innovantes, valoriser quand même de l'énergie, à condition d'avoir des débits importants. Donc si on prend la Garonne, ce genre de cours d'eau, on peut faire des choses. Encore faut-il qu'il y ait des seuils qui existent. Bon, là, sur ce genre de cours d'eau, là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc, juste en tout cas, si on ne fait pas un focus sur la Gironde, parce que du coup, c'est une question du coup, qui me pose un peu de souci. Par exemple, peut-être plutôt à ce moment-là. Alors, les Pyrénées, ou non, peut-être plus largement à l'échelle du territoire, ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'en tout cas, l'hydroélectricité aujourd'hui, c'est la première source d'énergie renouvelable en France. Ça représente 25 gigawatts, l'équivalent de 8 à 9 réacteurs nucléaires quand même. Et le potentiel, par rapport à ce que disait Énergie de la Lune, c'est à peu près 3 gigawatts supplémentaires, donc 3 tranches de réacteurs. Donc dans les programmes pluriannuels de l'énergie. Et en France, donc en 1852, on faisait l'inventaire de tous les moulins et tous les seuils qu'il y avait en France, il y en avait 100 000. Donc c'est énorme. Et aujourd'hui, bon, il n'y en a plus 100 000 qui existent, mais il y en a encore au moins 50 000, comme je disais tout à l'heure, qui méritent d'être identifiés et éventuellement voir s'il y a encore du potentiel dessus, en intégrant notamment des technologies innovantes compatibles avec les exigences environnementales. Pour aller dans votre sens, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu que dans les années 60, on était jusqu'à 56% de l'électricité en France qui passait par l'hydraulique, 56% en 60, et aujourd'hui on est à 20%. Oui, tout à fait. C'est lié à la consommation d'électricité qui a été importante. Le nucléaire a suppléé l'hydroélectricité. Beaucoup de centrales hydroélectriques ont été arrêtées ou abandonnées à l'arrivée du nucléaire. Mais justement, là, comme on a une volonté de promouvoir les renouvelables, d'avoir une vraie transition écologique et énergétique, on remet au goût du jour tout ce patrimoine qui est abandonné, endormi, et qui mérite d'être mis en valeur. Alors c'est peut-être un petit peu trop global pour que vous puissiez répondre, mais qu'est-ce qu'on pourrait se fixer comme objectif dans le mix énergétique? On pourrait revenir à quoi? 50%, 56%? Jusqu'où on pourrait pousser l'énergie L'hydraulique en France, l'hydroélectricité est quand même exploitée à 90%, voire un peu plus même. Donc là, on est plus en train d'essayer de valoriser l'existant et compléter, et encore une fois, de valoriser vraiment l'énergie des territoires. Là, c'est vraiment du producteur au consommateur. On ne peut pas faire plus simple. Alors, en tout cas, en injection sur le réseau, après, il y a des possibilités d'autoconsommation aussi, qui est un autre paramètre. Donc ça, c'est un premier volet. Par contre, pour aller un petit peu plus loin par rapport à votre question, donc on est quasiment à 90% donc équipé, on va dire. Par contre, l'hydroélectricité a un nouveau challenge. Aujourd'hui, c'est quand même l'atout de la France, c'est que c'est un outil qui permet d'avoir une réponse quasiment instantanée quand on a des besoins d'énergie, pour être en adéquation avec mes collègues. Et pour vous donner un exemple, par exemple, la centrale de la STEP de Grand Maison, qui est la plus grande centrale hydroélectrique en France, qui fait 1,8 gigawatts de puissance, donc une centrale nucléaire, on peut la mettre en route et l'arrêter en moins de 3 minutes. Et ça, c'est une capacité qu'a l'hydroélectricité. Donc on stocke de l'eau en amont,
Quand on en a besoin, on la turbine. Et potentiellement, comme c'est le cas de Grand Maison, quand on a besoin à nouveau de cette énergie potentielle, on la remonte avec des pompes dans des périodes de faible consommation. Donc c'est vraiment un outil aujourd'hui et un gros avantage pour la France dans son service au réseau, c'est d'avoir ces outils de capacité. Une centrale hydraulique peut produire autant qu'une centrale nucléaire? Bah oui, c'est ce que je viens de vous dire. Non, je ne savais pas. En effet, par exemple, la centrale de Grand Maison, une centrale nucléaire, enfin après, les centrales les plus anciennes sont de 900 MW, et donc les plus récentes vont jusqu'à 4 à 5 gigawatts, et donc 1,8 gigawatts de puissance, donc c'est à peu près 2 fois les anciennes tranches, les anciennes centrales. J'imagine que c'est bien plus facile à démonter si on peut arrêter. Ça va être plus facile en effet. D'accord. Toujours sur les potentiels, mais du coup là on va passer plus sur le potentiel en traitement d'eau usée. Comment on peut, alors je ne sais pas quelle unité il faut employer pour essayer de parler de potentiel, mais comment vous voyez le développement et le potentiel qu'on peut avoir autour des solutions que vous proposez en traitement des eaux usées? Elles sont très importantes. On a déjà des déploiements aujourd'hui dans le secteur du tertiaire du bâtiment. Aujourd'hui, on équipe des quartiers entiers. Donc maintenant, c'est vraiment du déploiement. Et on a beaucoup travaillé également sur la problématique de valider techniquement au niveau, par exemple, du centre scientifique des techniques du bâtiment, ces approches-là, qui étaient au départ, quand on a démarré, extrêmement décriées. Donc on a mis plus d'une dizaine d'années à se mettre d'accord avec le groupe spécialisé 19 qui s'occupe justement de ces problématiques-là au CSTB pour pouvoir avoir des validations techniques, pour pouvoir les déployer de façon plus large. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui les mettent en œuvre, c'est parce qu'ils ont la volonté de le faire, mais par exemple, il y a tout un tas de bureaux d'études qui ne les prescriront pas parce qu'on n'a pas les validations par exemple du CSTB sur les applications dans le domaine du bâtiment. Et du coup, quand vous intervenez et que vous proposez les solutions, avant votre passage, enfin les acteurs qui viennent vous voir, plutôt les industriels, du coup pas forcément les particuliers, mais leur problématique c'est quoi? C'est qu'ils ont des solutions trop polluantes, des solutions trop coûteuses en énergie. Quelles sont les principales problématiques qu'ils vous demandent de répondre avec vos solutions? Quand ils viennent nous voir, généralement, c'est qu'ils ont un mouton à 5 pattes et qu'ils se disent, bon, on va leur demander parce que tous les autres n'avaient pas de solution. Dans le secteur du bâtiment, ils viennent nous voir généralement parce que dans le cadre de la rénovation énergétique, aujourd'hui, les bailleurs sociaux rénovent l'ensemble de leurs chaufferies. Et donc, on travaille, nous, en amont avec les bureaux d'études qui nous prescrivent dans les cahiers des charges. Et donc, on avance de cette façon-là avec ces acteurs-là. Donc, vous leur faites économiser de l'énergie avant toute chose. On leur fait économiser, on va pas dire... si on traite la problématique, de toute façon, on va faire économiser de l'énergie, si on la traite correctement. Et nos solutions ne vont pas utiliser de produits chimiques, donc il y a moins de maintenance, moins de consommables. Et puis, ils sont dans une démarche qui est plus vertueuse et qui leur convient aujourd'hui. Très bien. Toujours pas de questions. Ah, si, madame, allez-y. Si j'ai bien compris, c'est une énergie renouvelable, enfin, on réutilise de l'eau que l'on a consommée comme une piscine, quoi. Et donc, finalement, on consomme beaucoup. Oui, si j'ai bien compris, on consomme beaucoup moins d'eau puisqu'on réutilise la même eau. Est-ce que ça peut aller jusqu'à de l'eau potable réutilisable dans... Alors, on peut, technologiquement, aujourd'hui, à partir d'une eau même très dégradée, d'un effluent même très dégradé, aujourd'hui, technologiquement, on peut faire de l'eau potable. On a les technologies pour le faire, ça peut se faire. Après, il faut voir l'intérêt. Il faut qu'il y ait une réalité économique, autrement, de toute façon, personne ne le fera. Mais technologiquement, aujourd'hui, on sait faire. Vous allez nous promettre qu'on peut se baigner dans la Seine ou Comment ? Vous allez nous promettre qu'on peut se baigner dans la Seine ou dans la Garonne, comme certains élus politiques ont pu le faire J'aimerais vous le promettre. Je serai le premier, je suis en région parisienne. Je serais ravi de pouvoir aller me baigner dans la Seine. On n'y est pas encore, mais... Plus sérieusement, j'ai vu même si ça s'améliore quand même. On a vu passer ces derniers temps des articles en particulier sur le site lesjours.fr qui racontait la pollution de l'eau dans les fleuves qui passent dans les grandes villes. C'était assez terrifiant. Vos solutions pourraient nous permettre d'avoir des fleuves qui passent dans les zones urbaines
un peu moins pollué, un peu plus respectueux de la santé et de l'environnement? Alors, pas directement sur le fleuve en tant que tel, on ne va pas traiter des masses d'eau aussi importantes. Aujourd'hui, il faut travailler en amont, c'est-à-dire d'éviter d'apporter des polluants complémentaires. Donc tout le travail, donc ensuite derrière on peut faire des choses, mais il n'y a pas de miracle possible. À la limite, vous pouvez aider l'écosystème des entreprises qui redégagent des liquides dans le fleuve, vous pouvez les aider à dégager des solutions moins polluantes. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est ça. Et puis on va avoir par exemple des nappes. Aujourd'hui, de plus en plus d'industriels vont chercher dans des forages parce que l'eau municipale, pour une question de coût, hein, tout simplement. Et quand ces eaux sont très dégradées, ils cherchent à avoir des solutions pour pouvoir les traiter, pour pouvoir les utiliser. Donc là, on peut intervenir. Donc, voilà. Très bien. D'autres questions qui apparaissent, peut-être? Oui. Bonjour, je voulais vous remercier pour ces exposés. C'est vraiment très, très intéressant et c'est une inspiration pour nous tous aussi de savoir que ces initiatives existent. Je voulais savoir, vis-à-vis des rivières, comme la Dordogne, je vois capter l'énergie cinétique des courants. J'imagine que ça, c'est plutôt pour les océans. Donc, je voulais savoir s'il y avait des possibilités pour les tout petits ruisseaux de montagne ou des collines et aussi des rivières. Première question. Et deuxième question, je voulais savoir pour ces projets scientifiques et universitaires surtout, si vous avez des possibilités transversales avec d'autres secteurs de l'université, comme bord de montagne, éventuellement des artistes ou autre chose comme cela, dans le sens transversal, de vraiment impliquer un plus large secteur et nouer les liens, éventuellement, avec le public aussi. Sur la première, oui, tout à fait. Mais, oui, tout à fait. On a aujourd'hui maintenant des technologies qui permettent de valoriser quelques watts liés au potentiel d'une chute d'eau, jusqu'à plusieurs mégawatts. Mais le jeu en vaut-il la chandelle? Après, c'est la question, parce que autant c'est intéressant, on produit une énergie propre, durable, mais il faut quand même que économiquement ça ait du sens, ou qu'il y ait du sens vis-à-vis d'un besoin d'autoconsommation. Il faut quand même savoir que pour quelques kilowatts, on va dire pour 1 kilowatt, il faut investir à peu près 4 000 à 5 000 euros pour 1 kilowatt. Donc c'est quand même des montants importants. Avec 1 kilowatt, on fait quoi? Avec 1 kilowatt, on va charger une dizaine de PC portables. Donc non, ça reste. Donc l'intérêt, il est plutôt sur des puissances un petit peu plus importantes, un peu plus significatives. D'autant qu'après, il y a quand même l'aspect environnemental. Le fait d'intégrer une petite turbine dans un tout petit ruisseau, et si c'est pour canaliser l'intégralité de son eau, son débit à travers, ça n'a pas de sens, parce que du coup, la biodiversité et tout ce qui gravite autour, ce sera plutôt plus néfaste que positif. Non. L'hydroélectricité, ça a du sens si c'est intégré et dimensionné en fonction du milieu. Et je dirais qu'à partir d'un seuil inférieur à quelques dizaines de kilowatts, ça n'a pas forcément de sens, en tout cas de mon point de vue. La deuxième question. Pardon, excusez-moi. Mais aussi, quand on regarde la Dordogne, par exemple, on voit qu'il y a des courants très importants. Donc, est-ce que c'est pareil? Aujourd'hui, il n'y a pas de niveau courantologie, donc c'est plutôt des technologies hydroliennes. Alors, il faut savoir que chez Valorem, nous, on a fait un peu un inventaire, c'est-à-dire que dans notre classement, dans notre outil d'aide à la décision, on est allé faire l'inventaire de tous les ouvrages. On s'est laissé la possibilité, il faut être inventif, il faut être créatif, il faut aller au-delà de ce qui existe aujourd'hui. Et donc, on a regardé dans quelle mesure il était possible d'utiliser la technologie hydrolienne
pour les équiper au sein de seuil, là où on a en effet des effets Venturi, des rétrécissements de cours d'eau, ou en canalisant une partie du flux. Et en effet, il y a des possibilités, mais il n'y a pas non plus encore la technologie qui est suffisamment mature, et il n'y a pas non plus les moyens aujourd'hui de tarifs d'achat qui permettent de le développer à grande échelle. Mais on y travaille. Je sais que Valorem, vraiment, dans ses cartons, essaie pour chacun des projets, on ne peut pas faire de l'hydroélectricité classique. Quand la chute est inférieure notamment à 1,30 m, 1,40 m, on ne peut pas faire de l'hydroélectricité classique. On n'a pas assez de chute, de cesser la possibilité de faire de l'hydrolien. Donc, je pense qu'avec le travail de mes chers confrères, ça arrivera bientôt et on pourra certainement faire des choses. Il y a les synergies, les transversalités. Oui, évidemment, quand on est en pleine construction, développement d'une filière, plus on croise avec nos collègues, confrères universitaires, plus on se porte bien. D'un point de vue technologique, les filières qui sont intéressées par l'hydrolien sont, on le voit très clairement sur cette photo, par exemple le composite. Ces pales sont en composite. Beaucoup d'aspects aussi sur la métallurgie. On pourrait aussi greffer le stockage, parce qu'une fois que l'électron il est produit par la machine, ça peut être intéressant de le stocker dans un premier temps et ensuite de le délivrer sur le réseau aux citoyens. Moi je crois qu'il y a aussi, dans votre question, il y avait aussi une question sur les aspects grand public. Alors sur le projet de Bordeaux, dans un premier temps on s'est installé, on a construit, ça fait 7 ans qu'on développe le projet, donc on est très content qu'il aboutisse. On va avoir notre premier client, notre premier utilisateur qui va rester pendant 1 an, on lui loue en quelque sorte un peu cet emplacement pour qu'on lui réponde à ces questions qui se posent tous les jours quand il se rase, quel est l'impact environnemental. On ira jusqu'à injecter des poissons dans la turbine pour voir de quelle façon ils en ressortent. C'est un sujet assez sympa. Qu'est-ce qui se produit comme énergie, c'est donc Valorem qui s'en occupera. Et quel est son impact mécanique, comment elle se comporte sous l'eau. Une fois qu'on aura ces 3 questions, ces 3 réponses à ces questions, la machine elle va pouvoir passer en version commerciale. Et c'est là que c'est intéressant de savoir si, évidemment, on peut les mettre sur des seuils, comme on a parlé mon confrère, ou bien sous le pont qu'on appelle le pont napoléonien à Libourne, et ailleurs sur la planète. Donc, évidemment, de connaître les potentiels, c'est toujours un coup d'avance. Donc, pour la Dordogne, on est en train d'y travailler aussi, et c'est assez intéressant, et on a des ponts qui sont assez comparables à ceux de Bordeaux, donc on pourrait dire c'est le jumeau, donc il y aura à peu près le même potentiel, c'est à peu près ce qu'on est en train de trouver. Je voudrais juste revenir sur les aspects grand public. Une fois qu'on a fait cette expérimentation, on va s'intéresser évidemment de la façon dont on va communiquer et dont on va travailler l'acceptabilité du projet. Et c'est hyper important. Je suis très heureux, moi, de venir vous raconter ces histoires aujourd'hui. J'espère que ça vous intéresse. Mais j'aimerais bien qu'à Bordeaux, on en entende un petit peu plus parler. Donc on va passer dans une phase dans pas très très longtemps, avec notamment le soutien de Suez Environnement qui a lancé un appel à manifestation sur le territoire bordelais, où on va pouvoir communiquer à l'intérieur de la maison éco-citoyenne, qui est exactement l'endroit rêvé pour parler de nouvelles énergies, de quelle façon est produite cette énergie hydrolienne. Et elle est à quelques centaines de mètres de là où nous sommes. Donc on aura une animation dont on est en train d'avancer, donc je pense d'ici 6 mois, 8 mois, où on pourra à n'importe quel moment venir voir la production théorique de l'énergie, voir comment ça tourne sous l'eau avec des images de synthèse, et on ira même un petit peu plus loin, je l'espère si on a suffisamment de budget, de pouvoir éclairer le poste qui est à terre, le poste de conversion électrique, d'une couleur quand la marée descend et d'une autre couleur quand la marée monte. Il y a très peu de Bordelais qui savent qu'il y a une marée à Bordeaux, il y a 6,50 m de marnage, enfin 6 mètres, et c'est assez étonnant, mais tout le monde pense que c'est la rivière Garonne, en fait c'est la partie fluviale de l'estuaire de la Gironde, donc il y a une marée montante, une marée descendante évidemment. Et donc on aimerait travailler là-dessus. Dernier point sur l'acceptabilité, parce qu'elle est très importante, on réfléchit dans cet ordre-là à notre latitude. Quand on va travailler au fin fond de la Guyane ou quand on va travailler en Polynésie française, évidemment, quand on arrive avec des solutions renouvelables qui vont peut-être apporter un meilleur confort ou décarboner une énergie qui est 100% produite par du pétrole aujourd'hui, bien tout simplement, il y a un degré d'acceptabilité important. Je vais vous donner un petit exemple. On a immergé un capteur dans une passe d'atoll en Polynésie française, Tuamotu exactement, c'est le nom de l'archipel. L'appareil, c'est un appareil qui va enregistrer les courants. C'est ce qu'on appelle un courantométrie. Il émet des ondes acoustiques. En regardant vers le haut, on le pose au fond et il tronçonne la colonne d'eau en petits morceaux de tronçon et dans lequel on va savoir dans quelle direction est le courant et surtout quelle est sa vitesse. Et avec ça, on saura dimensionner ensuite une hydrolienne.
Et quand on est allé poser cet appareil, on était avec 2 bateaux, on avait à peu près 500 kg de lest, on est allé le mettre au fond, dans la passe. Et là, on a vu des gens qui sont arrivés en même temps que nos plongeurs, en apnée, parce qu'ils connaissent la passe, ils y vont tous les jours, ils y pêchent tous les jours, ils y cultivent de la perle, le Tahiti. Et tout simplement, ils sont venus voir ce qui s'y passait. Et en sortant de l'eau, ils nous ont dit « Bon, vous allez repartir en métropole, vous reviendrez certainement dans 1 an, chercher votre truc, mais on va s'en occuper, on va venir le nettoyer. » Le monsieur est venu, et c'est réel, tous les 15 jours, il plongeait en apnée, évidemment avec une capacité pulmonaire dépassant tout ce qu'on pourrait imaginer à nos latitudes. Nous, on était avec des bouteilles, eux, ils étaient au milieu de nous, avec 17 mètres de profondeur. Et ils ont nettoyé les petits capteurs de l'appareil, en passant la main dessus tous les 15 jours, parce qu'il y a évidemment un petit fouling qui vient se mettre là, des micro-organismes et organismes qui s'y greffent. Et donc, on n'avait pas commencé que déjà le projet était totalement accepté et que les voisins, l'aquaculteur, le perliculteur, le pêcheur, étaient très contents d'avoir peut-être un jour une hydrolienne à cet endroit-là. Donc là, il y a un lien fort avec le grand public et son acceptabilité. Ça m'amène un peu à ce dont je voulais parler, la concertation. Dans des contrées assez lointaines, c'est peut-être facile de se faire accepter. En France, quand on voit les soucis qu'il peut y avoir pour faire accepter l'éolien, est-ce que vous avez rencontré des freins et est-ce que vous avez des solutions pour accompagner les gens vers ce genre de solutions? Qu'en est-il? Vous, peut-être d'autres personnes pour répondre sur les freins que peut avoir la société civile ou le grand public à accepter et à se poser des questions, avoir des inquiétudes sur ce genre de solutions. Tant que j'ai le micro, je vais essayer de continuer dans ce sens. On a évidemment un sujet sur l'éolien offshore en France, et notamment de la législation qui a mis beaucoup de solutions de recours, et beaucoup de recours abusifs sur des projets d'éoliennes offshore. En France, l'État exerce sa souveraineté au large de la côte, enfin c'est pareil dans tous les États du monde, hein, et la France a lancé 3 appels d'offres pour attribuer des consortiums privés à exploiter le vent en mer. Il y a eu 6 zones. Et sur ces 6 zones, il y en a une qui est très mise à mal en ce moment même. Vendredi dernier, cette zone où il y aura 60 éoliennes à l'horizon 2020, 2021, 2022, exploitées notamment par l'énergéticien Engie. Elle est en bordure, elle est dans un parc marin. Et le conseil d'administration de ce parc marin a décidé de donner un avis défavorable à ce développement. Ça fait... donc l'appel d'offres a été attribué en 2011. Il y a donc un vainqueur de cet appel d'offres. Mais le vainqueur, il n'est pas sûr d'aboutir au bout. Ce n'est pas celui qui a gagné qui mettra son énergie. L'énergie de ce parc, si on prend l'exemple de Oléron, qui est en train de développer un projet, qui n'est pas du tout dans la même maturité, l'équivalent de ce parc, c'est l'équivalent de la consommation domestique de l'ensemble du département du 17. C'est quand même pas négligeable. C'est 500 mégawatts de puissance unitaire. Donc c'est une solution importante d'énergie renouvelable. À cet endroit-là, voilà, on a l'exemple type de ces recours abusifs. Il reste encore un avis à l'Agence française de la biodiversité qui sera donné le 27 novembre prochain. Si cet avis va dans le sens du parc marin, il n'y aura pas de projet. Et donc Engie aura perdu tout le temps qu'il a passé, tout l'investissement qu'il a fait. Et on n'a pas parlé d'un point, je suis désolé, je suis bavard. Tout à l'heure, quand on a parlé de potentiel, on n'a absolument pas parlé de potentiel emploi. Et c'est un aspect très important. Les énergies renouvelables créent de l'emploi. Et ces éoliennes au large de ces côtes, elles vont créer, et elles ont créé déjà, des machines qui sont d'abord vendues à l'export. Il y a 600 emplois à Nantes-Saint-Nazaire. Il y a une usine de pales à Cherbourg qui vient de poser sa première pierre, qui va aussi créer 600 emplois à Cherbourg. Il y a quelques semaines, le Premier ministre, ancien maire du Havre, a annoncé 2 permis de construire sur le port du Havre pour d'autres éoliennes, notamment Siemens Gamesa. Dunkerque a aussi un projet d'usine de mâts en métal. Donc tout ça, ça crée de l'emploi. C'est aujourd'hui 2000 emplois en France, les énergies marines. Ça sera certainement 10 000 dans moins de 4-5 ans. Et évidemment, quand vous avez un parc qui ne se fait pas, ça peut faire effondrer le château de cartes par effet de domino. Donc évidemment, il y a un sujet très complexe d'acceptabilité. Et les gens qui sont les moins, je dirais, favorables à ce genre de choses, ce sont les pêcheurs qui ont l'habitude de chaluter à certains endroits. Alors la technique, c'est évidemment d'espacer les éoliennes les unes par rapport aux autres pour que les techniques de pêche soient adaptables. Certains pays ont fait le choix, non, pas de pêche. Ce n'est pas le cas de la France. On a accepté que les pêcheurs continuent à venir chaluter dans les futurs parcs. Ces parcs, pour atteindre l'objectif de la PPE, qui est extrêmement
engagés, c'est plus de 21 000 mégawatts d'énergie renouvelable marine. Ça, si on arrive à cet objectif-là à l'horizon 2030, qui est vraiment très pushy, ça représenterait en emprise sur le domaine maritime français du littoral métropolitain moins de 1% de la surface. Donc on est en train de parler de quelques petits pouillets. Et quand vous ramenez ça à l'échelle d'une région, c'est assez surprenant. Voilà. Et donc évidemment, l'important c'est de dialoguer. Il y a aussi un modèle économique. Il y a aussi des taxes sur ces éoliennes que l'on voit, qui apportent de l'argent aux communes, qui peuvent rénover leurs quais, qui peuvent rénover leurs infrastructures portuaires, et évidemment qui bénéficient aussi aux pêcheurs. Donc après avoir une période de dialogue, de concertation, un bon nombre de pêcheurs sont évidemment favorables, ce qui est le cas quand même sur les autres parcs que celui que je viens de citer, qui est plutôt du côté du Tréport. Voilà, j'étais un peu long. Oui, enfin, je voulais rajouter que, juste aussi par rapport aux chiffres que tu viens de donner, il a parlé du coup de 20 gigawatts supplémentaires, et moi tout à l'heure j'ai parlé de 25 pour l'hydroélectricité. L'hydroélectricité aujourd'hui c'est 12 à 14% de la part de production d'origine renouvelable en France. Donc rien qu'avec les 1% des côtes sur le littoral d'emprise avec ces parcs éoliens en mer, on serait déjà à presque 30% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique. Et l'objectif quand même, la transition énergétique, c'est qu'on déploie les énergies renouvelables au maximum, qu'on crée de l'emploi, qu'on crée de la valeur. Et ça, donc, c'est un peu antinomique. Et c'est vrai que c'est important de bien repréciser. Alors, pour revenir un peu sur l'hydroélectricité, en tout cas, nous, on a aussi des enjeux forts. C'est de prouver à chaque fois, sur chacun de nos projets, que on a des solutions dites ICHIO-compatibles, c'est-à-dire qui ne nuisent pas aux espèces piscicoles, en particulier aux espèces de poissons migrateurs, qui sont des espèces en voie de disparition. Par exemple, l'anguille, c'est une espèce protégée qui est en voie d'extinction. Et donc, il faut pouvoir prouver à nos administrations, aux collectivités, à la population, qu'en effet, on peut concilier les usages et faire de l'hydroélectricité durable, à la fois en produisant des énergies renouvelables et en protégeant les milieux. Sans toucher à la biodiversité, à l'écosystème, vous arrivez à Exactement. proposer des solutions qui n'interfèrent pas sur l'écosystème. On a même du retour d'expérience dans bon nombre de pays, mais aujourd'hui, il y a un certain dogmatisme autour de ça, et avec une volonté justement d'araser, de détruire un grand nombre d'ouvrages où on a justement un écosystème qui s'est créé, des zones humides qui ont une vraie richesse et une vraie valeur. Et donc là, en mettant de l'hydroélectricité, on peut... tout en mettant des solutions, des techniques adaptées, on peut à la fois maintenir ces zones humides et cette biodiversité existante, et en même temps faire des énergies renouvelables. Donc c'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. Très bien. Deux questions. Je crois que j'ai vu ce bras là-bas en premier. Donc... Alors, moi j'avais une petite question pour monsieur, c'est par rapport aux impacts environnementaux de vos turbines. Je ne suis pas océanographe ni physicien, mais si vous dites que le pont de pierre a énormément d'influence sur les courants, vous aussi, non? Alors, on a dû montrer patte blanche, puisqu'il y a une législation vis-à-vis de ça en France, qui est notamment la loi sur l'eau. Donc on a fait des études d'impact là-dessus. Sur l'écoulement lui-même, l'eau qui va passer dans la turbine va être perturbée par la rotation du rotor, si on prend ce type de technologie. Il y en a d'autres, hein. Sur la partie droite, vous avez d'autres familles. On a l'habitude de dire, et c'est évidemment vérifié physiquement, que l'eau va être turbulente jusqu'à 10 fois le diamètre de la turbine qu'elle a traversée. Donc après 10 fois ce diamètre, imaginons 20 mètres ici, 10 fois 20 mètres, 200 mètres, l'eau va redevenir laminaire. Ensuite, ça c'est vraiment la partie physique. L'idée, c'était évidemment, dans cette modélisation informatique, de prouver aux gestionnaires du pont, qui est la métropole, qu'on n'allait pas faire effondrer le pont. Et que, du coup, ils ont aussi donné leur avis de notre installation, tout comme le port de Bordeaux qui nous a octroyé une autorisation d'occupation temporaire de 7 hectares pendant 7 ans, la durée de vie de cette expérimentation. Évidemment, cet écoulement modifié, notamment en marée montante, n'a pas d'impact sur le pont. Ça a été prouvé. Ensuite, on a évidemment, en bon père de famille et en gestionnaire de ce site d'essai, besoin de répondre à la question de l'impact environnemental que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est pleinement mon métier d'océanographe. Et il y a évidemment le sujet de
de l'ictiocompatibilité, on va essayer de savoir comment se ressort un poisson de cette machine. Donc on a réuni tous les acteurs scientifiques de cet estuaire. Il y a un conseil scientifique, il y a aussi la police de l'eau, l'ONEMA, l'IFREMER, enfin tous ces organismes qui représentent la protection aussi des espèces, comme l'anguille, comme l'esturgeon, etc. Et on a posé sur la table la question, est-ce qu'on va monitorer le comportement du poisson, qui, à l'approche de cette hydrolienne, aura certainement un comportement d'évitement, ou alors au contraire, il est très très curieux, il va passer dedans, ou bien au contraire, on va forcer le poisson à passer dedans et on va faire des statistiques à la sortie de la turbine, comme si vous alliez acheter votre frigo chez But et que vous achetiez un frigo soit A++, soit au contraire C ou D, ou donc il est fish friendly ou il ne l'est pas. Et donc on a choisi la deuxième solution avec les scientifiques. Et ça, c'est une technique qui est notamment employée dans l'hydroélectricité. On va injecter un poisson à l'intérieur. On a mis longtemps à choisir d'abord l'espèce. Est-ce que c'est un bon nageur? Est-ce que c'est un mauvais nageur? Est-ce que c'est une espèce qui est endémique? Est-ce qu'on va aller plutôt chercher ce fameux poisson qui nous emmerde tous, qui est le silure, et on ne sera pas emmerdé de savoir s'il a été tué. Mais non, on a choisi une espèce assez normative qui est le mulet-porc, qui n'a pour l'instant pas de modèle économique auprès des pêcheurs, mais qui le pêchent, qui le remettent à l'eau. Donc là, on a trouvé aussi un modèle économique, on va l'acheter aux pêcheurs, donc ça peut être intéressant aussi de regarder l'impact économique. Et on va l'injecter par un système de toboggan dans la turbine. Ce poisson sera équipé d'un petit tag, d'une petite broche en métal, au bout de laquelle il y aura un petit ballon de baudruche, dans lequel on aura mis une poudre effervescente, un volume d'eau en fonction de son poids, on ferme le ballon de baudruche, on l'envoie dans le tuyau, il fait un tour de toboggan, il passe dans la turbine, on sait exactement où c'est qu'il est passé dans la turbine, parce qu'évidemment une turbine, comme on peut le voir sur celle-ci, en son centre, elle n'a aucun obstacle. Par contre, au niveau des pales, c'est un peu plus complexe. Il va ressortir de cette turbine, l'effervescence chimique va faire son effet avec l'eau, et le ballon va se gonfler, il va remonter à la surface. Et on va venir le pêcher et travailler sur la statistique, tout ça évidemment certifié par un qualifiant qui va bien vérifier ce que nous sommes en train de faire, notamment l'ONEMA. Donc voilà comment on va calculer très précisément l'impact poisson. Je pourrais vous parler pendant des heures de l'acoustique, on écoute ce qui va se passer sous l'eau. Depuis que le pont, par exemple, est fermé à la circulation, il y a un très net impact beaucoup moins important que ce que ça a été avec les camions et les voitures qui passaient sur ce pont. Par exemple, là, il y a un état initial avant qu'on mette ces hydroliennes qui est très très différent maintenant que le pont est fermé à la circulation. Et puis d'autres sujets comme l'électromagnétisme et tout un tas d'autres choses. Voilà. Un complément, on passe à la question suivante. C'est vrai que d'un point de vue environnemental, il y a beaucoup de tests qui ont été faits sur l'ichthyocompatibilité et sur toutes les espèces. Voilà, les espèces migratrices type anguille, saumon, lamproie, alose sont des espèces emblématiques qui sont prioritaires et pour lesquelles les deux filières font leur maximum en rapport avec l'Agence française pour la biodiversité aujourd'hui, qui n'est plus ONEMA, de façon à trouver l'optimal pour que l'environnement soit le moins impacté possible. Il y a une petite particularité par contre dans l'hydroélectricité qu'il n'y a pas sur les hydroliennes, c'est que nous on a un seuil, donc il faut que les poissons puissent passer à travers sans être blessés, sans pouvoir mourir, enfin sans qu'il y ait de perte. Et également, il faut qu'ils puissent remonter. Donc il y a de la montaison et de la dévalaison qu'il n'y a pas dans l'hydrolien. Donc on met systématiquement, en tout cas sur des projets, des échelles à poissons, des dispositifs pour permettre aux poissons de pouvoir remonter aussi dans de bonnes conditions. C'est juste pour aller un peu plus loin sur l'aspect environnemental, sur les aspects piscicoles. Je reviens un peu en arrière. Concernant l'acceptabilité, j'ai entendu parler, j'ai eu vent, c'est le cas de le dire, d'éoliennes flottantes. Alors je ne sais pas, ils pourront du coup être au large et ne plus gêner au niveau pêcheur. Est-ce que c'est quelque chose? Et puis une deuxième question, vous avez évoqué tout à l'heure la notion de stockage, qui est un point clé, me semble-t-il, avec des petites connaissances sur les énergies renouvelables. Est-ce qu'éventuellement en hydroélectricité ou autre, on amène une pierre de plus sur ces questions de stockage et qui sont majeures? Alors, je vais laisser mes collègues répondre sur le stockage.
Sur l'éolien flottant, alors c'est un éolien très très innovant. Vous avez certainement entendu parler très récemment parce qu'il y a eu une inauguration du côté de Saint-Nazaire d'une très belle machine qui là aussi est une machine française et qui va aussi créer de l'emploi. Elle en fait déjà 60 emplois du côté de la région PACA pour la partie flotteur. L'idée, c'est évidemment de pouvoir aller chercher du vent un petit peu plus loin en mer. D'abord parce que le raccordement électrique par un câble, ça on sait faire sur des très nombreuses distances, ce qui n'était pas tout à fait le cas il y a 20 ans. Et puis surtout parce que le flottant va permettre d'aller mettre une éolienne dans une colonne d'eau beaucoup plus importante. Aujourd'hui, pourquoi il y a plus d'éoliennes dans la mer du Nord, par exemple, chez nos collègues danois ou anglais? Parce que cette mer du Nord est pas très profonde. Donc l'éolienne posée ou plantée, elle va utiliser une colonne d'eau de 40 mètres. Sur de l'éolien flottant, on va aller jusqu'à 250 mètres de colonne d'eau. C'est pour ça d'ailleurs que nos confrères méditerranéens s'y intéressent beaucoup, au-delà du fait que le vent en Méditerranée est très constant. C'est un vent thermique, notamment Mistral et Tramontane. Du coup, aller plus loin en mer, évidemment, ça apporte une acceptabilité meilleure, puisqu'on peut avoir évidemment des gens qui ne sont pas contents quand ils ouvrent leur volet, de voir tout au fond, à la ligne d'horizon, des éoliennes. Moi, je donne souvent quand même j'adore les bateaux, mais je trouve quand même qu'un super tanker, quand il rentre du côté de la Bolle, par exemple, d'en voir tout un tas qui attendent leur moment pour rentrer dans l'estuaire, ça me semble personnellement plus moche qu'une éolienne qui est au large et que l'on voit de façon très discrète, en plus, en étant un objet blanc. Donc oui, meilleure acceptabilité, et également, on monte cette éolienne, elle est assemblée dans un port, et ensuite elle est remorquée sur place. Donc là, il y a un principe un petit peu différent. Et je crois que c'est important aussi de voir toutes ces phases en termes d'acceptabilité. Quand on voit passer un bateau qui remorque une éolienne, évidemment, c'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour la partie stockage, on est de plus en plus en train de travailler sur... il y a déjà des centrales qui sont équipées de stations de conversion en hydrogène. Avec un principe, parce que alors pourquoi c'est mis en place et pourquoi c'est beaucoup expérimenté, c'est que dans un projet hydroélectrique, même petit soit-il, il y a la problématique de raccordement. Souvent on est quand même sur des sites isolés, assez loin des réseaux, et la part dans le coût que j'ai abordé tout à l'heure du raccordement est un point important, et donc on est en train d'expérimenter, il y a des choses qui sont en train de se faire de plus en plus pour la mise en place de transformation de l'électricité en hydrogène via des piles à combustible. Je ne sais pas si tout le monde connaît les piles à combustible, on pourra en parler. Mais l'objectif est ensuite de mettre en place des tournées, comme on va chercher du lait avec un tank à lait dans toutes les fermes, et d'aller récupérer l'hydrogène pour ensuite l'injecter sur le réseau ou l'utiliser à des moments opportuns. Donc il y a des travaux qui sont faits, et en partie sur la micro-hydro, la pico-hydro, pour un petit peu contrebalancer les coûts de raccordement qui sont quand même un élément important. Ça, c'est une première chose, donc c'est plutôt sur les petites installations. Après, sur les installations plus grosses, sachez quand même que la majorité des gros barrages en France, il y a des objectifs d'optimisation de ces barrages, notamment de les convertir, c'est ce que je expliquais tout à l'heure, en STEP, en station de transfert d'énergie par pompage. C'est-à-dire d'avoir 2 bassins de façon à pouvoir potentiellement remonter de l'eau, parce que l'eau est une énergie potentielle, donc c'est du stockage pur, et de le turbiner du coup au moment opportun. Donc là-dessus, il y a des objectifs aussi au niveau des programmes pluriannuels de l'énergie, qui sont assez importants, parce que c'est une augmentation de l'ordre de 3 à 4 gigawatts en STEP. Donc c'est un objectif et un point important en développement. Moi, j'ai une autre question à vous poser. Je ne sais pas si ce sera la dernière question de conclusion, mais Mélanie, je réfléchis un peu aux synergies qu'il peut y avoir entre vous. Chez qui vous pourriez acheter votre énergie ici, là, entre Marc, entre Antoine? Alors, IBS, c'est un peu plus compliqué, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'ils puissent vous vendre de l'énergie? Alors, fournir en énergie plutôt. Pour qu'on se fournisse en énergie chez eux. Pour Valorem, c'est des petits barrages, des moyens barrages. On ne se fournit pas sur de gros barrages. Et principalement, quand un projet est citoyen ou participatif, c'est là que ça nous intéresse et c'est là que nous, on va chercher l'énergie. Donc, citoyen... C'est quand le citoyen s'implique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Participatif, on voit beaucoup maintenant des plateformes sur Internet, comme il y a l'UMO pour le photovoltaïque. C'est un peu comme le crowdfunding. Je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec cette notion. Le financement participatif. Le financement participatif. Maintenant, on peut faire du financement participatif pour des projets d'énergie renouvelable. Donc,
C'est de l'investissement, c'est de la dette qui est faite, mais c'est moins de gouvernance. Il faut bien faire la distinction entre le citoyen et le participatif. Nous, on valorise plus le citoyen et le participatif, pourquoi pas, mais voilà, on cherche vraiment à ce que le projet soit accepté par le territoire pour aller acheter cette électricité. Vous disiez les petits barrages hydroélectriques, pourquoi pas les gros barrages hydroélectriques aussi? Parce que dans notre charte éthique, ces barrages-là sont plus contraignants à la nature, ils sont plus à l'encontre de la réalité du terrain, et c'est des transformations faites par l'homme qui sont plus importantes. Donc on préfère valoriser d'abord les petits et moyens barrages. Ok, très bien. Il y a une véritable interaction entre Valorem et Enercop. J'aimerais encore revenir pour que ce soit très concret pour vous, pour les petits projets hydroélectriques. Donc on parlait de ce 1 kW, 4 500, 5 000, 6 000 euros d'investissement. Donc la majorité des gens vont faire quoi? Ils vont faire un emprunt bancaire de façon à pouvoir investir dans cette solution technique. Et aujourd'hui, le schéma standard, c'est on va avoir une banque et on va chercher de l'argent. Avec Enercop, il y a des schémas qu'on peut envisager qui sont totalement différents. Alors, Enercop, je ne sais pas si vous l'avez bien tous compris, mais rachète l'électricité à un tarif qu'on discute avec le producteur. Et Enercop laisse la possibilité, non pas de se fixer sur un tarif court-termiste, mais plutôt sur du long terme. Donc, il y a des véritables interactions entre nos sociétés, par exemple, sur des projets qui, économiquement, ne paraissent pas viables, puisque les emprunts bancaires sont limités sur des contrats qui sont de durée courte, 15 ans, 20 ans. Enercop va pouvoir proposer éventuellement des durées beaucoup plus longues, ce qui permet d'envisager quand même de faire l'outil de production et que tout le monde puisse s'y retrouver. Et d'ailleurs, sur ce schéma-là, des projets citoyens qui ne pourraient pas se développer, qui manquent d'argent pour pouvoir se développer, Enercop va leur proposer un tarif de soutien. Donc c'est un tarif qui peut être le double du tarif réglementaire pour les aider à se développer. C'est un tarif qui va être envisagé sur 20 ans. Donc c'est sur la durée, et c'est pour vraiment permettre à ce projet qui est porté par des citoyens, qui est porté par une collectivité, de se développer et de pouvoir être présent sur le territoire. En parlant de financement à court terme ou à long terme, je crois qu'en préparant la conférence, vous me disiez que c'était difficile d'avoir la confiance d'une banque sur des projets comme ça, et que du coup, le financement participatif était souvent une solution qui est intéressante pour pouvoir faire aboutir des projets comme cela. C'est vrai, comme souvent dans l'innovation, comme on n'a pas une visibilité, une rentabilité sur le long terme, une banque, c'est pas forcément évident, mais des citoyens qui croient vraiment dans le projet et qui sont convaincus, c'est beaucoup plus facile du coup pour eux de se joindre ensemble et de faire collectif pour aider les projets. Concrètement, si je veux faire mon petit barrage hydraulique, je vais sur Ulule ou KissKissBankBank, les plateformes de financement participatif, et j'essaie de trouver 5 000 euros auprès de mes proches. On parle de ça? Oui, il y a même des plateformes qui sont consacrées à ça, comme Lumo qui est consacré au photovoltaïque. Lumo, c'est une plateforme de financement participatif consacrée au photovoltaïque. Oui, donc il n'y a que des projets de photovoltaïque qui sont rassemblés là-dessus, et on peut apporter 10, 20 euros ou plus dans les projets qui sont sur des crèches, sur des écoles. Il y a deux projets Lumo qui ont été financés, qui sont en Charente, par exemple. Lumo, vous l'écrivez? Lumo. Lumo, très bien. Donc, si vous voulez aller financer des projets d'énergie renouvelable, allez sur lumo.com, j'imagine. .org. Oui, juste pour compléter, alors, les banques, majoritairement, ne sont pas forcément farouches, voire elles sont volontaires à participer à un emprunt, à lancer un emprunt bancaire, une dette. Les énergies renouvelables ont quand même il y a un élan, il y a une volonté d'y participer. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est la part en fonds propres qui sera demandée aux propriétaires sera plus importante, parce que la banque va dire j'ai une prise de risque, et voilà. Alors que Enercop voit les choses autrement, dit apportez le fonds que vous pouvez, et nous éventuellement on abondera de façon à ce que votre projet puisse se faire. Donc il y a vraiment un élan de solidarité et de participatif, quoi.
Et justement, sur les projets participatifs, collectifs comme ça, où les gens mettent leur argent, on a l'association donc Énergie Partagée. Donc, l'association aide, accompagne les porteurs de projets et leur permet de se rassembler pour apprendre à créer des projets. Et après, on a Énergie Partagée Investissement, qui investit également dans les projets. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 14 millions d'euros qui ont été investis dans des projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc, en conclusion, ici dans la salle, tout le monde est convaincu qu'il faut faire de l'énergie renouvelable. On vous appelle, on quitte EDF et on vient prendre un contrat chez vous demain. Voilà, vous pouvez nous appeler sur Bordeaux. C'est pas déjà fait, bien sûr. Enercop Aquitaine. Vous avez notre numéro de téléphone. Vous savez qu'il y a Charles, Mathilde, Sophie qui va vous répondre au téléphone. On est une équipe de 10. Donc, dès que vous avez une question à nous poser, vous nous appelez. Dès que vous envoyez un mail, c'est chez nous que ça arrive, on vous répond. Et le 2 novembre, sur Internet, il y a un clip de 3 minutes qui va sortir qui s'appelle Derrière la prise. Donc ça va répondre à beaucoup de vos questions. Et qui est... la voix off est faite par Cyril Dion du film Demain. Voilà, qui va tout expliquer Enercop, comment ça marche. Il est 6h30, c'est un petit peu trop tard pour appeler maintenant, j'imagine, c'est fermé, on peut encore appeler là c'est de 9h à 13h et 14h à 17h30. Du lundi au vendredi, on ne travaille pas le samedi, sauf quand c'est pour vous rencontrer. Donc lundi matin, vous savez ce que vous faites en premier de votre semaine. Voilà, exactement. Plus de questions? Eh bien, merci à nos intervenants d'être venus. Un dernier mot peut-être, ou pas? Non, c'est bon? Très bien. Merci à vous tous pour votre écoute. Merci, bonne soirée.